Je vais tout de suite présenter donc la prochaine intervention et ensuite on aura un tout petit peu de temps pour la discussion, mais on est en retard, donc il faudra être efficace. Donc Domiti Cornevin quant à elle, professeure associée de lettres classiques et actuellement en poste dans l'Académie de Créteil. Elle est diplômée de Sorbonne Université et actuellement rattachée à l'UPEC. Et ses mémoires de recherche portent donc sur les routes de la cannelle, sous la direction de Didier Marcotte, et le traité de Galien sur les causes des maladies, traductions et commentaires, sous la direction de Véronique Boudon-Milot. Elle est plutôt attachée à des sujets en littérature scientifique grecque. Et ici, aujourd'hui, elle va nous parler des routes commerciales antiques au-delà de la Méditerranée. Là, on va ouais, ça c'est partage. Bah ouais, mais à nouveau, elle ne s'affiche pas. Ça s'affiche pas? C'est celui-là, non? Oui, c'est celui-là. Normalement, c'est bon. Ouais. Alors, pourquoi ça fait ça? Bah derrière, c'est bon, en tout cas. Derrière, c'est bon? Ouais, je bon, Alors, donc ça fait une bonne transition puisque Mathilde a parlé auparavant donc de l'Afrique. On va continuer un petit peu dans cette zone géographique puisque je vais maintenant vous parler donc des routes commerciales antiques au-delà de la Méditerranée. Un vaste sujet puisque les peuples méditerranéens et notamment les Grecs et les Romains ont consommé des produits venus d'ailleurs depuis très longtemps et ce bien avant d'avoir un contact direct avec ces peuples et ces contrées éloignées qui produisent tous ces biens. Alors ces biens importés par le commerce extérieur à la Méditerranée, ils sont nombreux. On peut noter l'ivoire, les pierres précieuses, les étoffes comme la soie par exemple, les parfums, quelquefois des esclaves mais vraiment très rarement. Mais surtout, ce qui représente la plus grande part du commerce au-delà de la Méditerranée, c'est le commerce des épices. Épices qui ont de nombreux usages dans les sociétés antiques, à la fois comme des aromates, mais aussi comme des remèdes, des parfums. Et ces épices sont associées dans l'imaginaire antique à une forme de sensualité et quelque chose aussi de mystique. Ils sont mentionnés par exemple chez Sappho dans ses poèmes et ils sont associés à une forme de rêve et de musicalité. Par exemple, elle mentionne dans le fragment 44 sur les noces d'Hector et d'Andromaque la casse, donc cassia en grec, indifféremment avec un ou deux sigma, que l'on appelle aujourd'hui la cannelle de Chine, rapport à son origine géographique, et qui montre donc que ces anciens avaient accès à des produits bien au-delà des mondes qu'ils connaissaient. Donc c'est d'abord un sujet très vaste pour des raisons géographiques, comme je viens de vous l'expliquer, puisque les lieux que l'on va étudier à travers cette présentation recouvre une zone géographique très étendue, de Rome quasiment jusqu'en Chine. C'est également un sujet très vaste sur le plan temporel, puisque ce commerce a lieu depuis très longtemps en Grèce, avec la Grèce et à Rome. Et les auteurs que nous allons voir aujourd'hui s'étendent également sur une longue période de temps. Et un sujet très vaste également par la quantité de produits qui circulent le long de ces routes commerciales. Et donc pour des questions d'efficacité, également de charge cognitive, on se limitera ici donc à l'étude de la route des épices, plus particulièrement du poivre noir et de la cannelle, puisque la cannelle représente dans l'Antiquité quasiment un tiers des échanges d'épices dans le monde antique. Alors, la première étape de notre périple commercial hors de la Méditerranée nous conduit donc en Afrique et notamment autour de la mer Rouge. Donc c'est un commerce qui arrive en général de Rome par Antioche et redescend par caravane jusqu'au delta du Nil. Puis les marchandises sont réparties en descendant le long du Nil
le long de ports sur la côte égyptienne et sur une autre côte qui va nous intéresser aussi particulièrement, la côte d'Éthiopie. Alors l'Éthiopie comme centre commercial antique est mentionné dès Hérodote. On le trouve notamment mentionné dans le livre 3 de ses historiés. Alors, à l'époque donc d'Hérodote, lorsqu'il mentionne le commerce notamment du cinnamome, qui est un type de cannelle, et de la casse, il fait référence donc à cette Éthiopie comme le centre névralgique de ce commerce, à aborder avec précaution, puisque ces zones géographiques à l'époque d'Hérodote sont mal connues, peu précises dans les indications, et Hérodote lui-même donne parfois des indications assez contradictoires sur la localisation de l'Éthiopie. Il la propose d'abord comme un lieu associé à Dionysos. Alors je vous mets un petit extrait du livre 2. Il associe les aromates qu'il a mentionnés au livre 3 à Dionysos, donc associé à un imaginaire lointain, mythique, associé plutôt à des régions orientales. Et cependant, dans le livre 2, il parle de Dionysos et de l'Éthiopie comme une région Upper Aegyptou, donc au-delà de l'Égypte. Et on peut se demander donc si c'est une région au sud ou à l'est de l'Égypte. En tant que lecteur et donc connaisseur de ce culte de Dionysos, on peut être confus et chercher peut-être des solutions en regardant l'étymologie du nom d'Éthiopie, donc Aethiopia, terre des Aethiopes, qui sont les visages brûlés. Et malheureusement, cela ne nous donne pas beaucoup plus d'indices, puisque ce nom d'Aethiopes, il est associé non pas à une aire géographique fixe, mais à une population et à des conditions de vie. Et de ce fait, en fait, il n'existe pas un seul, mais plusieurs lieux qui sont associés à ces hommes au visage brûlé, puisque, si l'on en croit les calculs d'Ératosthène et d'Hipparque, la correspondance des latitudes entre Méroé, donc port sur le Nil, en Éthiopie, cette latitude éthiopienne correspond quasiment exactement au golfe indien, le sinus indica. Alors, que l'on retrouve ici donc sur la même latitude, Méroé d'un côté à l'ouest et le sinus indica à l'ouest. On peut donc se dire que peut-être les descriptions des anciens sur ces régions d'Éthiopie sont assez floues et restent lointaines encore pour les Grecs à cette époque. Il en est de même pour l'autre pendant de la mer Rouge, c'est-à-dire les côtes arabes, qui sont décrites par les naturalistes grecs à différentes époques et qui, encore une fois, font référence au commerce des aromates sans précision réelle sur leur origine, ou en tout cas toujours de manière assez confuse, et toujours associé à un certain univers imaginaire ou mystique qui fait cette fois plus appel à la sensualité. On le remarque notamment chez Agatharchide, qui décrit ici la terre des Sabéens. Donc vient le peuple des Sabéens, le plus grand des peuples de l'Arabie, et maître de toutes sortes de richesses. En effet, la terre porte tous les produits nécessaires à la vie dans nos contrées. Le corps des habitants est remarquable. Ils sont dotés d'un nombre incroyable de troupeaux. Une odeur embaume toute la rive, plus forte que le regard ou la parole, et met en joie les voyageurs. En effet, c'est le long de cette mer que naquit le baumier, donc c'est un arbre, en grand nombre, la casse, donc qui est une forme de cannelle, et quelque autre herbe qui, fraîchement récoltée, est agréable pour les yeux, mais se fane en peu de temps.
On retrouve une description à peu près similaire de cette terre d'Arabie chez Denis Le Périégète, qui a produit cette fois-ci sous forme de poème didactique une description des terres à partir de la carte du monde d'Ératosthène et qui décrit ici l'Arabie encore comme un pays enchanteur de parfums. Ainsi donc, chaque région obtint un vent, l'Arabie reçut le zéphyr et le russe souffla sur les routes de Perse. L'extrémité sud tournée vers l'est est baignée par les vagues érythréennes de l'océan. Et nous parlerons maintenant de sa géographie. En effet, des peuples nombreux, riches et illustres habitent ces terres. Par ailleurs, elle fut largement dotée de précieux dons. Toujours, elle exhale une odeur agréable et parfumée à cause des arbres odorants, de la senteur du bois parfumé, ou de l'encens, ou de la myrrhe, ou du roseau fragant, ou encore du divin arbre à encens, et bien sûr de la casse. Donc on retrouve toujours mention de ces épices qui sont ici pour donner une sorte de saveur, de coloration à cette terre éthiopienne, sans pour autant donner de précision réelle sur comment ces épices sont arrivées là, si elles sont cultivées localement. Il y a un débat chez les naturalistes pour savoir si certaines épices comme le poivre et la casse sont bien produits en Arabie ou s'ils sont importés. Mais en tout cas, ce sont des produits qui sont associés donc à cet ailleurs qui se trouve aux portes de la Méditerranée et qui renferme une sensualité particulière, aussi bien odorante, mais aussi liée à une image assez mystérieuse. Heureusement, pour nous, Hérodote et les naturalistes ne sont pas les seuls qui ont parlé de cette Éthiopie. Et je vais maintenant vous parler d'un texte qui me semble essentiel quand on cherche à décrire la situation des ports sur la côte égyptienne de l'Afrique et en Éthiopie en Antiquité. C'est le périple de la mer Érythrée. Alors c'est un texte assez mystérieux quant à ses origines. Il a été trouvé dans un manuscrit byzantin. Il est anonyme et sa datation fait également débat. Cependant, les spécialistes s'accordent pour dire qu'il aurait été écrit au 1er siècle de notre ère, sûrement entre les années 50 et 70 après Jésus-Christ. Alors, ce texte se présente de manière assez simple puisqu'il aurait été rédigé non pas par un scientifique, mais par un homme de terrain, un emporos, donc un navigateur et commerçant grec qui aurait fait la route jusque en Inde, et notamment donc le long de cette côte égyptienne et éthiopienne qu'il décrit avec précision. Donc, l'ouvrage se présente sous la forme de petits paragraphes, en général d'une dizaine de lignes, qui s'arrêtent sur chaque point de passage des épices et du commerce. Il ne s'étend pas, comme pourraient le faire d'autres auteurs historiens, naturalistes ou géographes, sur les spécificités de ces contrées, mais donne simplement quelques informations sur les peuples qui vivent dans ces ports et le commerce qu'ils pratiquent. Par exemple, la description du port de Malao, donc qui est un des ports principaux du commerce de la casse, qu'il décrit en ces termes: après Avalites, environ 800 stades de navigation, se trouve un autre port de commerce, bien meilleur, appelé Malao. Son port est une rade ouverte, abritée par un promontoire s'étendant depuis l'est. Ses habitants sont plutôt paisibles. Cet endroit propose un marché pour les produits mentionnés précédemment, donc ce sont des aromates, ainsi que les tuniques en quantité, des manteaux importés d'Arsinoé nettoyés et teints, des récipients à boire, un peu de cuivre mou, du fer, des pièces d'or et d'argent en quantité limitée.
Les exportations de cette zone sont la myrrhe, un peu d'encens lointain, une cassia assez dure, du duaca, du cancamone, du maquir, lesquels sont exportés vers l'Arabie et, en de rares occasions, des esclaves. Le texte que l'on a donc sous les yeux est très différent de ce que l'on a pu trouver chez Hérodote et chez les naturalistes, les géographes, puisqu'on a ici pour la première fois une description sous forme de liste des produits qui sont exportés et importés. La première partie de la liste, donc les manteaux d'Arsinoé et le métal, sont des productions égyptiennes, puisque le long des rives du Nil se trouvent de nombreuses mines et sont exportés en revanche les fameux aromates qui nous intéressent, avec leur destination donc l'Arabie, nous confirmant que peut-être donc cette terre odorante décrite par Agathe Arquide et Denis Le Perrier-Jette n'était point un lieu de production, mais bien un lieu de commerce. Si on regarde en détail la description de ce périple, les ports de commerce qui, autour de la mer Rouge, sont répartis sur 2 rives. Une rive égyptienne et une rive arabe autour du détroit de Bab-el-Mandeb. Plus au sud, les ports de commerce couvrent la côte jusqu'à la Corne de l'Afrique, ce que vous voyez ici sur la carte, jusqu'à un cap qui s'appelait alors le cap des Aromates et qui nous confirme donc la présence de cette route commerciale tout au long de la mer Rouge. Il faudra retenir le nom des ports de Myos-Hormos, Béréniké, Ptolémaïstéron, Malao, Mundos et Oponai, qui sont donc les ports principaux de cette côte et qui sont reliés à la Méditerranée. Alors, sur la carte, vous remontez le Nil et vous trouvez un premier point de contact avec la Méditerranée au lieu de Méroé et un autre lieu au point de Coptos qui permettent de faire donc la liaison par caravane. Les aromates donc arrivent par le sud de la mer Rouge dans les différents ports lagides, puisqu'ils ont été mis en place par les différents Ptolémées qui se sont succédés. Béréniké, par exemple, qui sera un grand port romain, a été établi en 250 avant Jésus-Christ par Ptolémée II, dit Philadelphe, en hommage à sa mère. Et donc ces caravanes remontent sur le Nil et une fois que les marchandises arrivent sur le Nil, elles seront montées vers le delta, à Alexandrie, et ensuite redistribuées en Méditerranée. Donc ces différents points de contact autour de l'Égypte et de l'Arabie ont évolué au fil du temps, puisque on avait d'abord des descriptions qui étaient assez légères, associées à un certain imaginaire, mais qui est quand même décrit de manière assez précise dans le périple de la mer Érythrée, qui ne s'arrête pas, comme on pourrait le penser, à la mer Rouge, mais qui continue ensuite vers un autre point central du commerce des aromates, qu'est la péninsule de l'Inde. Alors il y a débat chez les géographes pour savoir si la mer Érythrée désigne ce qu'on appelle, nous, la mer Rouge, ou savoir si elle s'étend bien jusqu'à l'océan Indien. On va donc considérer ici que c'est le cas. Donc voilà donc les ports du périple de la mer Érythrée, et ce que l'on peut voir ici, c'est que toute cette zone aussi serait associée dans l'Antiquité à la mer Rouge, dans une forme de continuité.
Donc si on a déjà beaucoup d'aromates qui sont présents autour de la mer Rouge, il faut remonter jusqu'en Inde, voire au-delà, pour trouver les produits les plus raffinés et les plus exotiques. La cannelle Malabatrum, par exemple, est très recherchée en Europe et notamment à Rome pour son parfum délicat. Et le poivre, de même, sont des produits indiens qui sont apportés en Europe depuis longtemps et très recherchés. Pour vous donner une idée, le prix d'une livre de cannelle à l'époque impériale est de 1000 deniers, voire 2000 deniers. Et en comparaison, le salaire d'un légionnaire romain à cette époque est de 200 deniers. Ce sont des produits qui sont bien des produits de luxe. Ces marchandises sont donc expédiées depuis le sud de l'Inde et parviennent en Arabie en longeant la côte asiatique. Là encore, le périple nous donne des informations assez précises sur les ports impliqués. Et on apprend sur le poivre, qui est l'une des aromates les plus souvent étudiées dans la littérature grecque, part notamment du port de Nelkinda, qui est tout au sud de la péninsule de l'Inde, et transite par Barigaza. On peut croiser d'ailleurs ces informations concernant les itinéraires des aromates avec les itinéraires de la soie qui sont un petit peu mieux connus. Et on peut donc reconstituer précisément les itinéraires qui mènent ces épices jusque dans la Méditerranée. Alors, il manque une carte. C'est pas très grave. Les itinéraires de la soie, ils sont nombreux. Il y a 2 itinéraires terrestres qui sont restés pendant très longtemps les itinéraires les plus empruntés, même après la fin de l'Antiquité, et l'itinéraire maritime qui est le 3e itinéraire, peut-être un peu moins emprunté, mais tout de même actif, puisque lié également au commerce des aromates. Et bientôt, il faudra conclure la discussion. Alors, rapidement, je passe. Il y a une théorie qui a été émise par Inès Miller, comme quoi certaines épices faisaient la traversée de l'Inde jusqu'au Cap des Aromates directement sans longer la côte, et même depuis Java. Mais cet itinéraire est assez peu habituel. Il pourrait expliquer la présence de certains ports très au sud de notre région, par exemple autour de Menutias, que vous voyez tout en bas de la carte. Mais on peut se poser la question de la faisabilité de cet itinéraire à l'époque, puisqu'il y a presque 7000 km entre Java et Madagascar. Ça fait quand même beaucoup avec des bateaux chargés de marchandises précieuses. Alors pour terminer ce petit voyage le long des routes commerciales hors de la Méditerranée, il serait difficile en fait de passer à côté du travail qu'a fait Alexandre et ses hommes, notamment Néarque, pour permettre l'essor et le développement de ces routes commerciales. Donc si on sait qu'elles existent depuis longtemps, il y a eu un fort essor commercial à l'époque notamment des Lagides à la suite d'Alexandre et plus tard à l'époque impériale. Et le travail qu'a réalisé Néarque avec ses expéditions est très important puisque une fois que l'Indus a été atteint, environ à partir de 326 avant Jésus-Christ, Alexandre entreprend un voyage retour et confie la mission à Néarque de rejoindre Babylone en longeant la côte de l'océan Indien, ce que l'on voit ici sur la carte. Donc c'est l'itinéraire qui se trouve tout en bas de la carte et qui en fait a permis de mieux connaître les terres qui entouraient ces ports, de faire un inventaire des biens qui étaient en commerce dans ces lieux, et de se familiariser finalement avec des régions qui étaient inconnues des Grecs et des Romains, si ce n'est que par les produits en fait commerciaux.
Donc ces itinéraires militaires sont devenus des itinéraires commerciaux. Donc on a parlé autour de l'océan Indien. Il y a également une expédition intéressante qui a été menée par Anaxicrate avec ses compagnons qui a tenté de faire la navigation tout autour de la péninsule arabique et qui a donc aussi permis le développement de liens commerciaux avec l'Arabie. Alors je conclus très rapidement. Donc l'étude de ces routes commerciales et leur traitement dans la littérature scientifique grecque nous permet d'embrasser comment l'appréhension de ces terres lointaines se fait progressivement, puisque l'on a vu qu'elles étaient d'abord associées à un ailleurs riche, odorant, mystérieux, plein de sensualité, comme par exemple ces aromates qui sont associés à Adonis ou encore au culte, à certains cultes, et qui fait progressivement passer ces contrées représentées donc, dans cet imaginaire collectif comme quelque chose de sensuel qui... Alors ce serait anachronique de parler d'orientalisme, mais ça ressemble sans doute un petit peu à ce qui s'est passé au XVIIIe et XIXe siècle. Cet Orient qui, à ce moment-là, fait partie de l'imaginaire collectif comme un lieu riche, devient progressivement quelque chose de concret et quelque chose que l'on peut décrire, puisque suite au développement donc, des ports lagides et des expéditions, de plus en plus de littérature s'intéresse à ces lieux et de plus en plus d'expéditions se développent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta communication.